Hier, nous avons regardé une fois la projection du couvercle du dépôt de carburant et maintenant nous savons aussi ce qui l'a déclenché. Oui, cela va être très intéressant, vous le voyez dans la vidéo. 1906, 2026, nous sommes dans la 5e année et au 117e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner ce qui suit, mais rien sur le front, car il ne s'est presque rien passé là-bas, mais nous allons regarder. Comment l'attaque s'est déroulée? Ce qui a été dit du côté russe après l'attaque, surtout du côté des blogueurs, ils sont un peu en colère. Et ce que nous allons également examiner, ce sont bien sûr les mesures que la Russie souhaite utiliser ici contre les drones. Nous allons aussi regarder la situation en Crimée, ainsi que beaucoup d'autres choses. Mais avant d'en arriver là, je vais brièvement m'énerver à propos d'un commentaire, mais j'ai bien sûr aussi profité de l'occasion pour vous montrer en quoi consiste une grande partie du travail que je fais chaque jour. Si vous ne souhaitez pas voir cela, avancez à la minute indiquée. Cela reste intéressant car il y a plus derrière que beaucoup ne le pensent. Je dois en fait vous montrer ceci, car c'est intéressant pour deux raisons. Premièrement, pour prouver quelque chose, et deuxièmement, pour que vous voyiez à quoi ressemble une partie de mon travail quotidien. J'ai posté ici une vidéo, c'était avant-hier, où un drone survole Moscou. Je l'ai également précisé dans le titre de la vidéo. Un commentaire parmi les 103 a retenu l'attention. Citation. À quel détail puis-je reconnaître Moscou ici? Fais-moi confiance, frère, ou quoi? Oui, fais-moi confiance maintenant, frère. Alors regardez-moi bien. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose. Regardez la vidéo et dites-moi à quoi vous voyez que cela pourrait être Moscou. Je vais la lancer ici. Ici, nous ne voyons pas qu'un détail comme demandé, mais des indices incroyables en quelques secondes. Qu'avez-vous pu découvrir? Je vais énumérer ce qui est intéressant. Tout d'abord, le drone lui-même, car il s'agit d'un drone ukrainien de type AN-196 très caractéristique. Voici une image comparative que toute personne voyante devrait reconnaître aussitôt. Que cela signifie-t-il? Cela nous indique que cet enregistrement ne provient très probablement pas d'Ukraine. En effet, les drones ukrainiens ne survolent généralement pas les villes ukrainiennes. Et où volent les drones ukrainiens? Au-dessus de la Russie. Surtout les drones de moyenne et longue portée. Donc cela doit probablement être quelque part en Russie, ce n'est pas forcément Moscou, on ne le sait pas encore, mais on ne peut pas non plus l'exclure. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Un panneau de passage piéton. En Russie, ils ont toujours ce genre de contour jaune, comme ici aussi. Donc c'est un autre indice que cela pourrait être quelque part en Russie. Mais la Russie n'est pas le seul pays à avoir de tels panneaux, il y a d'autres pays qui ont des variantes similaires. Mais c'est au moins un indice supplémentaire. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, c'est ce bâtiment incroyablement grand avec 4 créneaux au coin de la tour, et ce bâtiment ici à gauche avec une façade extrêmement remarquable. Et là, en tant que personne normale, je m'attends à ce que quelqu'un qui a accès à Internet et qui arrive à écrire des commentaires puisse aussi utiliser Google Images. Il suffit de faire une capture d'écran de la vidéo, de chercher le bâtiment et de voir ce que Google en dit. Google me redirige alors vers cette page ici. La page montre le même bâtiment sous un autre angle. Donc on a déjà trouvé le bâtiment, c'est bien le même. Maintenant, il est évidemment intéressant de savoir de quel site il s'agit. Eh bien, c'est le forum pour les locataires et les propriétaires immobiliers. Et là, une femme se plaint du bruit constant des travaux dans les environs ou dans l'appartement voisin. En soi, ce n'est pas du tout intéressant. Ce qui importe surtout, c'est où cette entreprise opère vraiment. Regardez. À Moscou. Oui, quel hasard. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir où la vidéo a été enregistrée. Parce qu'il semble que ce soit quelque part dans la région de Moscou. Mais où exactement? Ah, c'est très simple. Nous réfléchissons à quand cela a été enregistré. Avant-hier, lors de la première attaque contre la raffinerie qui a été touchée hier. Alors, regardons simplement autour du site de la raffinerie sur Google Maps. Juste pour situer, voici le site de la raffinerie à cet endroit. Nous avons vu les drones, elles venaient, dans les autres vidéos, du nord-est. Cela signifie que nous allons simplement dans cette zone et regardons où se trouve un plus grand parking ici. J'ai fouillé quelques parkings et puis ceci m'a frappé. Regardez, ce bâtiment, il a vraiment l'air très très intéressant. Prenons donc le petit bonhomme jaune que nous offre Internet, plaçons-le ici et derrière nous. Comme vous l'avez déjà vu, il y a le parking. Voici le bâtiment. Ah, regardez, ça ressemble exactement à ce qu'on voit dans la vidéo. Et comment pouvons-nous le prouver? Peut-être que c'est juste un bâtiment identique. Déplaçons-nous un peu plus vers la gauche. Ah, voilà l'autre bâtiment qu'on voit dans la vidéo.
Où a été tournée toute la vidéo, c'était à peu près ici, à l'arrière, sur ce parking. Ça a été filmé depuis cette direction. Il a levé la caméra, vu cette partie du bâtiment, puis s'est tourné ici et a vu cela. Devant, un conteneur, sûrement à cause de travaux de rénovation. On voit nous-mêmes, ici c'est le parking dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aussi simple que ça pour faire de la géolocalisation. Ne vous méprenez pas, d'accord ? La vidéo tourne depuis quelques minutes. Mais quel problème vois-je souvent dans notre société ? Penser de façon critique n'est pas mauvais, bien au contraire. C'est très important et c'est aussi la bonne chose à faire. Tout le monde fait des erreurs et diffuse parfois de fausses informations, souvent sans le savoir. Et moi aussi, il m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois au cours de mon parcours de rapporter quelque chose de faux sans le savoir, pensant que c'était vrai parce que je faisais confiance à la source ou parce que j'avais utilisé une source très fiable. Elle a sans doute déjà publié quelque chose de faux sans le savoir. Je pourrais corriger cela dans le prochain rapport de situation car quelqu'un me l'a prouvé. Mais pas comme ça. Si vous avez des doutes sur la crédibilité de n'importe quel média, alors formulez une contre-hypothèse et prouvez donc le contraire. Formuler une hypothèse, alors qu'il aurait suffi d'une recherche Google aussi rapide que l'écriture d'un commentaire, montre bien notre problème de société. Alors pourquoi se donner la peine de faire une telle affirmation, avant même d'avoir la moindre preuve en main ? La réponse est très simple, parce qu'il n'y a aucun effort à fournir pour cela. L'homme est paresseux. Si une information ne correspond pas à sa propre opinion, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, elle n'est plus acceptée comme vérité. Et surtout, on ne fait rien non plus pour le prouver, car on pourrait finalement avoir tort. Donc, penser de façon critique est juste et important. Donner la priorité aux opinions et sentiments sur les faits n'est pas correct. Vous venez de voir un aperçu de mon travail quotidien. Vous savez peut-être maintenant pourquoi il me faut parfois jusqu'à 4 heures pour préparer le rapport quotidien qui ne dure qu'une dizaine de minutes. Parce qu'il faut justement vérifier et prouver beaucoup de choses, surtout dans un monde où chacun peut commenter et diffuser tout ce qu'il veut. Et il y a beaucoup de gens qui croient simplement ces choses sans les vérifier. La vidéo la plus connue d'hier était sans aucun doute le lancer de couvercle du réservoir de carburant. On se demande bien sûr quel drone a pu provoquer cet événement. La réponse est très simple, ce n'était pas un drone. Car comme il s'est avéré entre-temps, il s'agissait d'un missile anti-aérien de chars russes qui voulait intercepter un drone et, comme beaucoup d'autres, a manqué sa cible. Mais cette fois, le missile a touché directement le réservoir de carburant, pas une maison, une route ou un champ. Les Russes ont littéralement fait exploser une partie de leur propre dépôt et ont même réalisé le coup le plus spectaculaire de la journée d'hier. La défense antiaérienne russe n'a pas montré sa meilleure performance hier. Comme déjà montré, l'attaque a eu lieu en plein Moscou, protégée par la défense antiaérienne, même à l'intérieur de la ville. Les deux sont ici stylisés sur la carte, que vous pouvez revoir sur une meilleure carte. Et là, la raffinerie se trouve en plein centre. Donc dans une zone où aucun drone ne devrait passer en principe. En plus de toutes les tours de défense aérienne et des autres mesures, il y a aussi des unités mobiles de défense aérienne qui se déplacent en pick-up ou à pied. Comme celle-ci qui essaie d'abattre un drone avec un missile solaire portable en plein milieu d'une route très fréquentée. Cette vidéo en dit long sur la formation et l'impuissance des soldats sur place. C'est en partie pourquoi l'Ukraine a aisément percé l'anneau de défense anti-aérienne avec de nombreux drones. Certaines parties ont été mal couvertes, d'autres ont raté leur cible à plusieurs reprises. Et, pour finir, il y a aussi des soldats qui ont probablement été mal formés et qui n'ont pas su gérer cette situation. Suite aux récentes attaques contre les raffineries russes, de nombreux automobilistes se précipitant dans les stations-service. Les réseaux sociaux montrent de plus en plus de vidéos de longues files d'attente. Parfois, les gens font la queue sur plusieurs kilomètres juste pour obtenir un peu d'essence ou de diesel. Dans le même temps, les grands fournisseurs commencent également à limiter à nouveau la vente. Dans certaines stations, il n'y a que 40 ou 100 litres par véhicule, et cela pose déjà un problème. Il est rare d'obtenir plus de 20 litres ici, même si la station est encore ouverte. Le problème n'est pas seulement que certaines stations sont à sec. Le problème, c'est le comportement des gens. Quand les automobilistes craignent une pénurie de carburant, ils font le plein pour aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, et remplissent aussi un bidon. Cela fait augmenter la demande précisément au moment où l'approvisionnement est déjà sous pression, et continue de l'être. C'est ce comportement, que j'avais prédit avant l'attaque, que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, des files d'attente se forment même avant la fin de l'essence. Le Kremlin affirme qu'il n'y a pas de problème majeur,
Mais les images des stations-service montrent le contraire. Quand des gens dans l'un des plus grands pays pétroliers du monde font la queue pendant des heures pour de l'essence, il n'y a plus grand-chose à expliquer. Avant qu'on ne pense que cela n'arrive qu'en Russie, souvenez-vous de la pénurie de papier toilette ici pendant le Covid. Il y avait bien sûr assez de papier toilette, mais à cause d'une sorte d'hystérie collective, les gens ont soudainement commencé à acheter énormément de papier toilette, à l'accumuler et à le stocker. D'autres ont vu cela et ont paniqué à l'idée de ne plus en avoir, alors ils ont fait la même chose. Ils en ont donc acheté plus qu'ils n'en avaient d'un besoin pour l'accumuler et le stocker. Nous constatons actuellement ce même comportement en Russie, cette fois avec l'essence. Cette fois, des raffineries ont vraiment explosé, contrairement aux fabricants de papier toilette du pays qui n'ont évidemment pas explosé. Actuellement, un autre combat de drones est en cours. Celui-ci a été signalé par la partie russe il y a environ 5 heures, mais aujourd'hui, presque aucun impact ou explosion n'a été signalé à Moscou. Je suppose donc que la défense anti-aérienne russe a surtout renforcé la protection autour de la raffinerie. Après l'attaque à Moscou, de nombreux blogueurs de guerre russes réclament encore la même chose. La Russie doit enfin vraiment se battre, ou se battre pour de vrai, comme s'ils n'avaient jusqu'à présent combattu que pour s'amuser ou à moitié de leur capacité. Ils devraient enfin frapper plus fort et arrêter de faire preuve de cette prétendue retenue. C'est ce que le Kremlin affirme sans cesse. On affirme souvent que les Russes n'attaquent pas avec toute leur force, mais qu'ils y vont doucement par égard pour les Ukrainiens. C'est sans doute pourquoi 5 ans ont passé depuis le lancement de l'opération spéciale prévue pour 3 jours. Le pire, c'est que beaucoup y croient aussi. Je ne parle pas seulement de la Russie, mais aussi de notre pays. Ils disent « Oui, attendez de voir ». Maintenant que les Ukrainiens ont fait exploser les raffineries, maintenant les Russes vont vraiment attaquer sur le front, et pas seulement gagner quelques mètres par jour. Et ce n'est pas une exagération. Le blogueur Roman Junman, c'est un blogueur de guerre russe. Il démonte ce mythe de façon assez lucide. Son point, il n'existe pas de bouton secret au Kremlin que Poutine n'aurait pas déjà actionné par grandeur d'âme. Hormis les armes nucléaires tactiques ou stratégiques, la Russie n'a pas de solution immédiate pour tout changer du jour au lendemain. Même les armes nucléaires ne seraient pas une solution, elles détruiraient aussi la Russie. Principalement à cause des conséquences politiques majeures, elles isoleraient la Russie et, militairement, résoudraient sans doute encore moins de choses que ne le pensent de nombreux commentateurs. Le véritable problème se trouve donc ailleurs. Bien se battre ne signifierait pas sortir une arme miracle de la cave, cela signifierait reconstruire complètement le système. Allonger la formation des soldats au front, remplacer le personnel chargé des soldats dans le pays et modifier leurs responsabilités. Réorganiser autrement l'administration et la défense anti-drone, accélérer les décisions, cesser les moqueries et imposer la responsabilité. Mais le système russe refuse cela. Depuis plus de 4 ans, la Russie mène cette guerre sans vraiment réformer son administration. Depuis des mois, on évoque des améliorations pour la défense contre les drones, mais dans un système déjà défaillant, il y a peu de place pour cela. Toute véritable réforme toucherait à différents postes, domaines de pouvoir et responsabilité. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle n'a pas lieu. C'est le point sensible du débat russe. Nombreux demandent que la Russie prenne enfin les choses au sérieux, mais cela impliquerait de se transformer elle-même. Il ne s'agit pas de bombarder davantage l'Ukraine, mais de sortir son armée, administration et industrie du marasme. Ironiquement, c'est précisément là que ça échoue. Les attaques contre Moscou ne montrent donc pas seulement la capacité de l'Ukraine à frapper, elles montrent aussi que la Russie ne dispose pas simplement d'un niveau d'escalade inutilisé. Ce qui manque, ce n'est pas un super plan secret. Ce qui manque, c'est un État fonctionnel capable de se réformer après 4 ans de guerre. Mais si chacun défend son propre poste et sait qu'une réforme risquerait probablement de le rendre superflu, alors rien ne se passera. Vous verrez, la réponse russe n'ira pas dans ce sens. La réponse russe à cette attaque sera probablement une nouvelle grande offensive contre Kiev qui suivra dans les prochains jours. En Crimée occupée, on voit désormais à quel point le problème de carburant est devenu sérieux pour la Russie. Les camions-citernes russes sont désormais escortés par des groupes mobiles de défense anti-drone, et non plus envoyés seuls. Des équipes d'intervention rapide supplémentaires doivent aussi être placées le long des principales routes logistiques. En soi, c'est déjà révélateur. Chaque camion perdu, c'est moins d'essence, moins de diesel, plus de retard et de pression sur l'approvisionnement de la péninsule. Les files d'attente dans les stations-service auraient diminué ces derniers jours, ce qui pourrait indiquer que la Russie a livré des approvisionnements à court terme en Crimée. Cela peut aussi signifier que la vente est plus contrôlée et que les gens reçoivent moins que ce dont ils ont réellement besoin. Ce qui est décisif, c'est qu'un approvisionnement stable ne ressemble pas à cela, lorsque des camions-citernes doivent être escortés et que des équipes de défense anti-drone sont déployées le long des itinéraires.
Dans ce cas, l'Ukraine n'a pas seulement touché des dépôts ou des véhicules isolés, car elle oblige alors la Russie à mobiliser des forces, des véhicules et de l'attention supplémentaire pour chaque livraison. C'est justement cet effet secondaire qui est intéressant. Les derniers points de passage attaqués à Armjant et Enij, si j'ai bien prononcé, ont certes été endommagés, mais pas complètement interrompus. À Armjant, les Russes ont construit un contournement provisoire en terre. Les camions peuvent y passer, mais ils s'accumulent. À l'autre endroit, la circulation était désormais très limitée. Des routes de contournement, nommées Torsdetten, servent d'alternative. De nouveaux passages sur digues sont aussi en construction. Cela signifie que la Crimée n'est toujours pas coupée du reste, mais la traversée aux accès importants ne fonctionne plus sans encombre. Les trajets sont plus longs. Les poids lourds roulent lentement, créant des files, et les passages nécessitent réparation et surveillance. Pour la Russie, ce n'est donc pas du tout une panne totale, mais au moins un frein logistique. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Al Gore. Un merci tout particulier au lieutenant-colonel Renike Silatitic Breljoumaï Roufer, responsable de la boîte d'entraînement. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.